Le petit déjeuner politique. Et ce matin, c'est Éric Woerth qui est avec nous, député Les Républicains de l'Oise et président de la Commission des Finances et ancien ministre. Oui, bonjour Éric Woerth. Bonjour. On va parler économie dans un instant, ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Éric Revel, mais il y a d'abord l'affaire Fillon. L'ancienne patronne du parquet national financier avoue avoir subi des pressions pour accélérer l'ouverture d'une information judiciaire. Est-ce que ça peut changer d'ailleurs quelque chose aujourd'hui ? Bon, en tout cas, c'est des propos qui sont assez importants. Enfin, ça montre une forme de fonctionnement. Ça montre aussi que dans l'élection présidentielle de 2017, il y a eu un calendrier. Et que accélérer le calendrier, c'était au fond transformer peut-être les conditions de cette élection, que certains sans doute y ont pensé. Je ne sais pas s'ils ont réussi, et personne ne pourra le dire. Mais en tout cas, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Là, je m'exprime pas sur le fond. Ouais. Je parle du calendrier de cette affaire. Il a été très très important puisque François Fillon a quasiment été empêché de se présenter. C'est comme ça que ça s'est passé. Même s'il a fait finalement dans des circonstances extrêmement difficiles, plutôt un score honorable, mais qui n'a pas permis d'être sélectionné pour le deuxième tour et donc de concourir vraiment. Puis il était empêché globalement, psychologiquement. Donc toute accélération du calendrier, c'était l'empêcher encore plus d'être candidat à l'élection présidentielle. Ouais, la justice n'était pas totalement indépendante, quoi, pour le coup. Je ne sais pas, je ne veux pas tirer des conseils. En tout cas, il y a eu des décisions judiciaires, c'est ça qui est très important, qui ont été extrêmement rapides. Mais on l'a toujours dit, la presse elle-même d'ailleurs l'a dit. Enfin, on était rarement allé aussi vite pour après d'ailleurs avoir une longue phase de. Mais c'est un scandale judiciaire ou pas derrière J'emploie pas ces mots, je ne sais pas, je ne veux d'abord surtout pas le dire de cette façon-là, mais c'est une. Enfin, la justice enquête beaucoup, elle pourrait enquêter là-dessus aussi. C'est-à-dire que ça a transformé le moment démocratique le plus important du pays, c'est-à-dire l'élection du président de la République. Peut-être aurait-elle été la même, je ne peux pas, je présume de rien, mais enfin, en tout cas, le calendrier a été bouleversé par ça et par des décisions plus rapides que d'habitude. Oui. Venons-en à ce qui inquiète beaucoup, l'économie et le social. L'activité repart assez vite dans certains secteurs, beaucoup moins dans d'autres. Est-ce justement, il faudrait accélérer un peu les choses pour éviter la catastrophe sur le front de l'emploi ? On parle d'une destruction de 900 000 emplois. Ah oui, ça c'est sûr. Il faut évidemment accélérer, d'où l'idée de plan de relance. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais enfin en tout cas, ça veut dire qu'il faut booster le fil naturel des choses. Quand vous fermez l'économie, vous partez, vous éteignez la lumière et vous dites on viendra quand il n'y aura plus de virus, ça a évidemment des conséquences absolument désastreuses sur le plan économique. Sûrement utile sur le plan sanitaire, mais désastreux sur le plan économique. Donc il faut. Et puis quand vous décidez de réouvrir, évidemment il y a un fil de l'eau, c'est-à-dire que ça repart, quoi. Quand le magasin il était fermé, il faisait 0 de chiffre d'affaires, quand il réouvre, il en fait un peu. La vraie question, c'est quand est-ce qu'il en fera autant qu'avant. Et ça prendra beaucoup de temps. Donc il faut des mesures pour accélérer le rythme naturel de la reprise. Vous qui êtes président de la Commission des Finances, il y a le budget qui est actuellement discuté, avec les 45 milliards de soutien. Est-ce que c'est à la hauteur Alors, il y a plein de chiffres et plein de milliards qui sont jetés en pâture. Il y a derrière tout cela des pommes et des poires. Il y a de l'argent qui ne sera jamais dépensé. Quand le président parle de 500 milliards, il y a beaucoup d'argent là-dedans qui ne sera pas... Il y a beaucoup de garanties, de report d'échéance, enfin beaucoup de choses comme ça. En réalité, c'est une cinquantaine de milliards pour l'instant qui sont dépensés. Ce que je crois, c'est qu'il faut aider la consommation et aider l'investissement. Et il faut aider beaucoup les entreprises à repartir, les chaînes de production à se reconstituer. Il faut éviter aussi que les entreprises sortent de cette crise avec un mur d'endettement. On parle toujours de la dette publique, mais il y a une dette privée qui est très lourde. Et des entreprises qui sont durablement endettées, c'est des entreprises qui auront bien du mal à investir pour plus tard. Et sur la consommation, il faut aller plus vite. Nous, on propose de baisser de façon ponctuelle la TVA sur certains points. On a proposé des bons de réduction d'achat de produits non importés. Donc tout ce qui peut accélérer les choses, c'est ce qui doit être fait. Et puis, il faut aussi accélérer le retour sur le travail des travailleurs qui sont aujourd'hui encore en chômage partiel. À la fin du mois de mai, c'était 7,8 millions de personnes. Donc c'était absolument considérable. Donc il faut accélérer cela. On a proposé qu'on baisse les charges des entreprises pour leur permettre d'accélérer la reprise de salariés. Ou pour les jeunes. Nous parlons, chez les Républicains et moi-même, on parle la prime à l'embauche des jeunes, c'est une bonne chose qu'a dit hier Bruno Le Maire, justement, parce que 700 000 jeunes doivent arriver. Qu'ils le fassent, quoi. Ça fait 7 semaines que nous disons, c'est très long, qu'il va y avoir un énorme problème sur l'emploi des jeunes.
jeunes. Donc il faut que le gouvernement se bouge sur le sujet et pas uniquement sur l'apprentissage, sur l'ensemble de cette génération de jeunes qui arrivent sur un marché du travail verrouillé. On a proposé la réduction ou la baisse ou la suppression des charges sociales sur l'embauche d'un jeune en CDI. Ça veut dire que quand vous embauchez un jeune, il vous coûte moins cher. L'entreprise, à un moment donné, elle aussi, elle a envie d'aller plus vite. Donc si elle peut réduire son coût du travail, elle embauchera plus vite. Plutôt que de réembaucher 3 personnes, elle en prendra un 4e ou un 5e. Et c'est ce qui fera, et c'est ce qui évitera, au fond, cette vague de chômage qu'on nous annonce et qui n'est pas une fatalité. Honnêtement, c'est pas une fatalité. Ouais, c'est ça. Non, je pense que rien n'est une fatalité dans la vie quand on essaie de le prévoir. Alors, et puis il y en a d'autres qui disent que il faut quand même, on n'a pas le choix là, il faut creuser la dette, que c'est nécessaire. Oui, mais c'est toujours les mêmes, ça a toujours été le cas. Évidemment qu'il fallait des mesures de soutien. Quand il n'y a plus d'économie, il faut continuer. C'est la puissance publique. Tous les États l'ont fait et l'État français l'a plutôt bien fait, comme beaucoup d'autres États. Oui, mais alors qui va payer quoi en échange? C'est le temps. Les impôts, il faudra des augmentations d'impôts? Non, c'est évidemment pas les impôts. Enfin, pour d'autres pays, c'est une solution. Pour la France, c'est une solution interdite parce que nous avons les impôts et les charges les plus élevés au monde. Donc, on a déjà beaucoup usé et abusé de l'outil fiscal. C'est quand même l'impôt pour les plus riches, l'impôt sur la fortune. Mais c'est toujours la même histoire. Vous êtes toujours le plus riche de quelqu'un, votre voisin qui a une plus belle voiture, il devrait payer plus d'impôts que vous. Enfin, c'est toujours la même histoire. Donc, on est entouré, encerclé d'impôts partout, surtout sur le patrimoine, sur la transmission, surtout. Honnêtement, pour toujours lancer le concours l'épine des impôts, mais ce serait une catastrophe. On l'a déjà fait, donc on sait que ça marche pas. Donc il faut augmenter le niveau de croissance français, produire plus de richesses, peut-être travailler plus longtemps aussi. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Il faut travailler davantage et plus longtemps. Il faut travailler davantage tout au long de la vie. Oui, tout au long de la vie. Il faut aussi que la France rompe avec ce chômage de masse qui est un peu une caractéristique française. Quand on entre dans la crise, on a déjà 8% de chômeurs. Il y a d'autres pays qui ont 3 ou 4% de chômeurs. Donc le nombre d'heures travaillées, quand vous prenez toute la France, que vous additionnez nos temps de travail et que vous divisez par le nombre de Français, vous êtes un des pays qui a le plus faible de nombre d'heures de travail par Français. Donc comment voulez-vous à un moment donné avoir un niveau de vie suffisant? Il y a la convention, dans la convention citoyenne là, pour le climat qui va transmettre ses propositions ce week-end à Emmanuel Macron. En résumé, c'est plutôt de la décroissance quand même. C'est travailler moins, 28 heures par semaine, produire moins, consommer moins. C'est une bonne piste ou pas, ça? Mais d'abord, il y a des choses très intéressantes, autant qu'on puisse le savoir pour l'instant, puisqu'ils n'ont pas encore remis leurs conclusions. Mais il y a des choses très intéressantes. Il y a eu un travail, il y a aussi un travail encadré. Il y a beaucoup d'experts qui ont travaillé là-dedans. Il faudra aussi regarder quel est le poids des experts dans cette affaire. Mais je pense que c'est une bonne idée et il y a beaucoup de choses intéressantes. Maintenant, oui, c'est un phénomène de décroissance ou de transformation des choses. Ça veut dire qu'il faudra accepter de perdre du revenu. C'est-à-dire qu'on va accepter, la conséquence de tout ça, c'est la perte de pouvoir d'achat. Donc il faut bien aussi le dire. Il faut l'intégrer, ça. Il faut qu'on l'intègre. On ne peut pas présenter les choses sur une partie. Il faut être panoramique. Il faut présenter les trucs dans leur ensemble. Donc ça aboutit, in fine, à une baisse du revenu un référendum sur cette... et une augmentation des prix. Et une augmentation des prix. Donc une baisse, à mon avis, des salaires, puisque vous travaillez moins, vous aurez une baisse de salaire, sinon l'entreprise, elle fera faillite. Et puis vous aurez une augmentation des prix, puisque vous consommerez mieux. L'objectif est louable. Moi, je suis pour cela. Il faut juste qu'on soit bien d'accord. Et s'il y a un référendum, alors vous y êtes favorable? Des référendums, en retirant les arrière-pensées politiques derrière, s'il y a des référendums, pourquoi pas faire appel au peuple. Il faudra présenter les choses totalement, complètement. Ces transformations de mode de vie qui sont nécessaires de toute façon. Il faut que cette crise ait servi à quelque chose. Sinon, ce serait terrible. Il faut aussi mesurer les conséquences. C'est la perte de pouvoir d'achat. De l'autre côté, les Français considèrent que la priorité, c'est leur pouvoir d'achat. Et Éric Woerth, rapidement, vous voterez pour le budget du gouvernement mardi prochain ou pas? Je verrai ce que la majorité retient des amendements nombreux que nous déposons. Vous n'êtes pas contre, quoi, d'après ce qu'on... Non, j'ai voté pour le premier, j'ai voté pour le deuxième, je suis pour les mesures de soutien. Mais je suis aussi pour des mesures de soutien actives et je pense qu'on prend du retard. On annonce des mesures de relance, une vision globale. Aujourd'hui, on a des visions sectorielles, secteur par secteur. On égrène ça comme un collier de perles. Ce que vous avez dit tout à l'heure. La réforme des retraites, il faut la remettre générale. La réforme des retraites. On peut pas abandonner toutes les réformes, mais on peut pas retenir des réformes uniquement la partie dépenses. Si vous dites que
la réforme des retraites, c'est d'augmenter les petites retraites. Tout le monde est d'accord. Moi, je suis aussi d'accord que plus on peut augmenter les petites retraites. Ils le font aujourd'hui sur les pensions agricoles. Oui. Mais c'est très très facile de faire des réformes en disant dépensons toujours plus. Oui. La vraie question, c'est qu'on est entre adultes responsables, qu'on a un mur de dette et qu'il y a un moment donné, si on veut que nos jeunes ne soient pas dans un pays totalement endetté, il faut peut-être qu'on soit responsable et que notre génération soit responsable. Vous croyez au plan de relance européen de 750 milliards là, proposé par la Commission ? Je pense que c'est une avancée formidable. Je pense que si l'Europe arrive à emprunter sur des politiques communes et derrière peut-être avoir des revenus également plus propres, c'est-à-dire propres à l'Europe, ça aura été une avancée formidable de cette crise. Il faut plus d'intégration européenne. Ça ne veut pas dire une perte de souveraineté des nations, mais il faut plus d'intégration européenne. Aujourd'hui, les débats, ils sont par continent. On voit bien la Chine, d'énormes des mastodontes comme la Chine et les États-Unis. Oui, on parle beaucoup aussi de la souveraineté des pays, la souveraineté de la France, par exemple. Oui, d'accord. Mais la souveraineté, quand on ne représente plus rien, c'est formidable. Vous êtes souverain de rien. Non, si vous êtes trop petit, si vous êtes un confetti dans le commerce mondial et plus globalement, alors ça relocaliser en France, ça ne sert à rien. L'Europe, c'est une chance formidable et c'est ce qui permettra d'ailleurs à chaque nation appartenant à l'Europe de pouvoir cultiver son identité. Et c'est une vision, me semble-t-il, assez gaulienne pour évoquer l'appel du général de Gaulle. Question de Cécile de Ménibus. Oui, vous serez aujourd'hui avec les Républicains à un grand séminaire de travail organisé par Christian Jacob. Est-ce que vous allez enfin nous sortir le nom de cette femme ou cet homme providentiel ? Alors, c'est pas du tout l'objectif de ce séminaire. Oui, mais ça vient moi, j'ai proposé à Christian Jacob d'organiser un séminaire où on discute du fond en sortant de confinement, en sortie de crise. Qu'est-ce qu'on tire comme conséquence de la crise sur la mondialisation, justement, l'enfermement. Est-ce que les pays doivent s'enfermer ? Ben évidemment que non. Donc tout ça, mais on verra bien. Si vous voulez, c'est vraiment. Non, c'est important, non ? Mais d'incarner, non ? Ouais, mais c'est anecdotique. Ce qui compte aujourd'hui, ça lui fera plaisir quand vous l'aurez désigné. Mais pas du tout. Je dis pas que la personne est anecdotique. Je pense que la question est anecdotique parce que je pense que puisque s'il y avait c'est pas si anecdotique pour Emmanuel Macron parce qu'il aurait dit de manière il y a personne en face de moi. Oui, mais il verra. Ça marchera peut-être pas tout à fait comme ça. Vous savez, vous avez bien une petite idée. Mais c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est la doctrine. C'est que pense-t-on ? Que retire-t-on de cette crise ? Que pense-t-on des frontières, de la souveraineté, du modèle social ? Que pense-t-on de la liberté et de l'autorité ? Regardez hier la décision du Conseil constitutionnel sur les propos haineux sur Internet. Donc, c'est une bonne chose. Que pense-t-on ? Je pense qu'il y a cette balance terrible. Et il faut évidemment pas de propos haineux sur Internet. Tout le monde en est et passe son temps à se faire insulter sur Internet par des dingues. Mais pas de censure de l'autre côté. En même temps, vous avez aussi une liberté d'expression. Entre l'autorité et la liberté dans des démocraties comme la nôtre, c'est compliqué. Et les Républicains aujourd'hui vont se reposer à l'aune de la crise cette question. Et à partir de ces filtres, faut-il plus de frontières ou moins de frontières ? À partir de ces filtres qui sont des éléments fondamentaux, il y a évidemment la mise en place d'éléments programmatiques et puis portés par un candidat. Non, mais pour répondre à Cécile, François Baroin. Ou une candidate, oui. Un candidat au sens générique du terme. François Baroin, pour répondre à Cécile. Mais pourquoi pas ? Mais après, c'est une décision personnelle. Édouard Philippe, s'il quittait le gouvernement et s'il revenait dans votre majorité ? Ça me semble un peu plus compliqué, mais François Baroin, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, et pourquoi pas d'autres, s'il y a un processus de sélection, il pourrait y avoir d'autres candidats également. Le tout, à un moment donné, c'est d'être élu. Et pour être élu, il faut être uni et penser, non pas exactement la même chose. Non pas. Oui, je pense qu'on est globalement élu, mais que parfois il y a des divergences dans ce que nous pensons, qui peuvent être des divergences de fond, et donc on doit en parler. C'est aujourd'hui l'objet de ce séminaire assez inédit. On va travailler toute la journée autour de ça. Merci Éric Woerth, député LR de l'Oise et président de la Commission des Finances et ancien ministre. Restez avec nous, il est 7h59 déjà. 5h